Voilà, Radio Galère 88.4, il est 19h08 bientôt, émission Actualité algérienne. Bladi et Bladi, Yahya. Tu comprends ce Bonsoir qu'elle dit, hein? Aziz. Bladi et Bladi, même Zaf Talik, mais bon, nous Eh, avons allé au Ladna, mais même Habouhum, comme on dit, voilà. oui. Donc aujourd'hui, Bladi et Bladi, donc l'émission Actualité algérienne va s'intéresser à un sujet peut-être qui n'est pas très étranger à nos auditeurs, hein, donc il faut le dire. C'est un sujet qui actuellement qui agite le monde du travail en Algérie, l'ensemble des salariés. C'est un sujet sur la réforme des retraites. Oui. Hein, Oui. donc ce salaire différé là qu'on donnera aux personnes qui vont bientôt partir. Après un travail harassant surtout, hein, Oui. et auquel ils tiennent, hein, pour finir les jours, comme on dit. Et pour en parler de ce sujet-là, il n'y a pas mieux que d'inviter quelqu'un qui a travaillé beaucoup, qui est au fait de tout ce qu'on appelle les relations sociales en Algérie. Hein. Il s'agit de M. Nordine Bouderba. Nordine Bouderba, qu'on remercie de nous accorder dans ce temps-là, qui est un temps précieux pour lui aussi, parce qu'il est sollicité partout. Nous aussi, on a le droit de le solliciter. Oui. Il s'agit donc de M. Nordine Bouderba, qui est un ancien cadre syndical et en même temps un spécialiste qui est, comme je disais, au fait des relations sociales, de tout ce qui concerne le monde du travail de manière générale. Voilà. Et pour en parler, beaucoup de contributions de M. Nordine Bouderba, que ce soit à travers les conférences ou bien dans la presse, etc. Et une des dernières contributions, c'est aujourd'hui qu'il la met sur sa page Facebook et qu'on appelle les gens à lire. Hein. Donc on va en faire en sorte que ce texte-là soit connu de tous. Hein. Donc on va essayer de le diffuser un peu partout. Voilà ce qu'il dit. On va introduire notre émission autour de ça. Il dit ceci: la retraite n'est pas une affaire comptable. Il ne doit pas être géré comme une épicerie. Elle représente un revenu de la société, hein, que la société plutôt assure à une frange de sa composante, notamment les personnes qui arrivent à l'âge. Personnes âgées, ouais. Les personnes âgées, afin de lui assurer un certain niveau de vie et lui éviter de sombrer dans la pauvreté. Hein. Et bien sûr, souvent on dit les vieux sont pauvres, beaucoup de vieux sont pauvres, que ce soit ici, c'est une nouvelle classe de pauvres ici en France, Oui. et en Algérie aussi. Et justement, pour aborder avec lui l'ensemble de ce sujet-là, je répondrai au téléphone après, hein, donc on introduit d'abord pour aborder. Donc on l'a au téléphone, Monsieur Bouderba, je ne sais pas, il va nous écouter ou non. Allô, allô? Allô, oui. Oui, Bonjour. on vous entend 5 sur 5, très bien. Et vous nous entendez? Vous avez entendu le début? Oui, j'ai bien entendu 5 sur 5, merci. Voilà, donc voilà. On va faire un test. Dis bonjour Yahya, est-ce qu'il te Oui, bonsoir Monsieur Boudarba, Yahya, donc de Radio Galère. Voilà. Bonsoir, monsieur Yahya. Ouais. Voilà, donc voilà. Donc, je disais au début de cette émission, bien sûr, la parole, bien sûr, est prioritairement donnée à monsieur Bouderba, Oui. mais les gens peuvent nous appeler aussi pour soit poser des questions à M. Bouderba ou bien intervenir dans le cadre de notre discussion, donc au 04 91 08 28 10 ou bien au 04 91 08 28 15. Oui. Bon, à part que les gens, il faut qu'ils aient l'amabilité de ne pas essayer de couper les personnes. Oui, surtout de poser des questions. Oui, comme on a. pas, voilà. Alors, on va commencer peut-être par cette première question à M. Bouderba, qui quand même, quand on voit le texte qui est devant nous et d'autres textes aussi, on va dire, on ne va pas distribuer ce qu'on appelle des brevets de... On est très mal placé pour distribuer des bons points, etc. Mais qu'il est au fait de cette affaire-là. Monsieur Bouderba, on voudrait peut-être, en guise d'introduction, de nous rappeler, pour nos auditeurs, ce qu'est le système de retraite en Algérie, peut-être qu'il ressemble à celui qui est actuellement en France, mais toujours est-il que ça serait bien de nous le préciser. D'accord. Permettez-moi d'abord Ouais, de vous remercier de m'inviter dans votre émission.
Oui. Et un bonjour d'abord et un bonsoir à tous vos auditeurs et vos auditrices. Bonsoir. J'espère que je pourrai, dans la mesure du possible, répondre un peu à vos attentes et aux attentes. Nous sommes convaincus. Des auditeurs et auditrices. Oui. Le système de retraite qui est en vigueur en Algérie, il fait partie d'un système global de la sécurité sociale en Algérie qui a plongé ou qui plonge ses racines depuis la guerre de libération nationale, depuis la période coloniale. Parce qu'il faudrait rappeler que le système de sécurité sociale en Algérie a été hérité de la période coloniale. Tout le monde sait que le système en France a été institué en 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et ce système-là a été, au fur et à mesure, étendu, si vous voulez, son application en Algérie, même si c'était avec une grande discrimination, parce qu'en plus de l'exploitation par les capitalistes, l'Algérien, pendant la période coloniale, devait faire face à une autre exploitation qui était celle du colonialisme. D'ailleurs, ce n'est que après la disparition, la dissolution, vous voulez, du statut de l'indigénat à partir de la moitié des années 50, qu'on a pu voir réellement les prestations prévues par la sécurité sociale étendues en Algérie et encore avec une certaine discrimination. Pour aller vite, en 62, c'était l'indépendance du pays. L'Algérie avait hérité de ce système-là. Et devant le vide qui avait été laissé, l'Algérie avait, comme dans d'autres secteurs, voté une loi. L'Assemblée constituante avait voté une loi en 31 décembre 62 pour dire que toute la législation en vigueur en Algérie au jour de l'indépendance continuera à s'appliquer, bien sûr, expurgée de tout ce qui est, de tout son caractère, si vous voulez, discriminatoire et tout ce qui pouvait surtout attenter à l'indépendance et à l'intégrité et la souveraineté de l'Algérie. Voilà, c'était ça le texte qui a été, la loi qui a été votée en 62. Donc, sur la base de cette loi-là, le système de sécurité sociale a continué à s'appliquer en Algérie, mais sans sa discrimination. Et ça a continué comme ça jusqu'à 1983. Il y a eu beaucoup de petites réformes qui ont été faites au fur et à mesure pour le parfaire, pour le consolider, pour l'étendre à l'ensemble des travailleurs algériens, y compris les travailleurs agricoles. Il y avait quelque chose comme 11 régimes. Je passerai sur les étapes, sur les problèmes organisationnels, c'est des détails. En 1983, il y avait quelque chose comme 11 régimes différents. Ces régimes-là, justement, qui étaient hérités du système français, parce que même dans le système français, il y avait des inégalités entre les secteurs qui étaient dues justement à leur différence de capacité de négociation au niveau des différents syndicats, des différentes fédérations syndicales. Et cette différence, on les trouvait au niveau des acquis des prestations en matière de sécurité sociale. Donc en 1983, l'ensemble du système de sécurité sociale en Algérie a été unifié et les prestations, si vous voulez, et les droits ont été uniformisés. Lorsque j'ai dit l'ensemble, mis à part un petit point noir, il reste que ont été exemptés, si vous voulez, de cette uniformisation les cadres supérieurs de l'État qui continuent à bénéficier ou à émarger à un système spécifique où les prestations, si vous voulez, financées déjà par la fiscalité, par les impôts, par le budget de l'État, sont beaucoup plus généreux, entre guillemets, comme il aimerait bien continuer à les appeler, que le régime général qui est appliqué à l'ensemble des travailleurs. Et depuis 1983 à ce jour, le système qui est général, le système général, est appliqué jusqu'à maintenant. Sur quoi il se base? D'abord, sur le plan d'organisation, nous avons deux grands sous-systèmes. Nous avons le système qui est appliqué pour les salariés, c'est-à-dire le système qui est appliqué pour les salariés, c'est la Caisse nationale d'assurance sociale, la CNAS, et vous avez la CNR pour l'assurance vieillesse, pour la retraite. Et vous avez, entre-temps, un risque chômage qui a été institué en 1994 avec la CNAC, les gens qui perdent leur emploi pour des raisons économiques, qui émargent pour 3 années. Et une allocation chômage, on pourra y revenir tout à l'heure. Tout ce dispositif-là, c'est le système des salariés. Et vous avez des non-salariés qui sont dans tous les pays en développement, dans l'Algérie, dans les pays du Maghreb, qui sont quand même assez importants. C'est l'auto-emploi, c'est les travailleurs agricoles qui n'ont pas le statut de salariés, c'est ceux qui sont dans l'informel. Et pour cela, là, il y a la CASNOS, il y a la Caisse nationale
des non-salariés, des travailleurs non salariés. Qui obéit au même principe, mais avec certaines particularités. En un mot, quelles sont les caractéristiques du système de sécurité sociale en Algérie et du système de retraite? C'est le système qui est basé justement sur la répartition et qui est basé sur la solidarité. La solidarité intercatégorielle et la solidarité intergénérationnelle. Intergénérationnelle, c'est quoi? C'est les actifs du moment qui financent en matière de retraite, par exemple, c'est les actifs du moment qui financent les pensions de la génération qui est partie en retraite. Et lorsqu'ils arriveront en retraite, c'est la génération qui va arriver après qui va financer leur propre retraite. Et je dirais, c'est important, c'est la solidarité intercatégorielle. C'est une solidarité parce que c'est un système qui est d'abord obligatoire, c'est-à-dire l'affiliation elle est obligatoire, mais qui est surtout redistributif. Redistributif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des transferts de la part des catégories qui ont de très grands revenus en matière de retraite vers les basses catégories qui n'ont pas pu réunir les conditions qui leur permettent d'avoir les minima. Et ces minima-là, justement, ils sont, selon le cas, soit donnés directement par le système de sécurité sociale, soit donnés par une contribution de l'État. On va y revenir tout de suite. Donc, en dehors de tous les problèmes qui se posent, nous avons un système, c'est parmi les meilleures acquisitions acquis de l'indépendance de l'Algérie, et c'est parmi les meilleurs systèmes de la classe ouvrière au niveau international qu'il faudrait sauvegarder coûte que coûte, bien sûr, en le consolidant et en lui assurant sa pérennité et les conditions de sa pérennité. Voilà. Alors, donc, si on prend un salarié algérien qui il doit prétendre, jusqu'à maintenant, il doit prétendre à la retraite à partir on va dire, à partir de combien d'années d'activité ou de cotisation? Donc voilà, pour ce qui est de l'âge de départ à la retraite ou pour ce qui est des conditions d'ouverture du droit, droit à la retraite, nous avons, si vous voulez, quatre catégories. Nous avons d'abord la catégorie de base qu'on appelle la retraite normale, ou ce qui est dit couramment la retraite à 60 ans. C'est-à-dire c'est la retraite qui est ce qu'on appelle l'âge légal de départ à la retraite. Avec un travailleur, une fois qu'il arrive à 60 ans, il a le droit d'avoir une pension de retraite à la condition d'avoir cotisé au minimum 15 années. Pour les femmes, il y a 5 années pour les femmes, il y a une réduction de 5 années. À partir de 55 ans, elle peut partir. Ça, c'est le régime général, c'est le principe de base. C'est-à-dire l'âge de départ à la retraite, c'est à 60 ans. Mais après ça, pour la casse-losse, pour les non-salariés, c'est à 65 ans. Ce n'est pas à 60 ans. Mais là, c'est une autre caisse, c'est un autre système. C'est-à-dire qu'elle est en dehors du système salarié. Maintenant, pour revenir aux salariés, nous avons eu 3 autres systèmes qui sont venus se greffer en fonction de l'évolution économique et sociale du pays, de la politique. Nous avons d'abord eu en 1994 l'Algérie devant la crise financière, la crise économique traversée en 1994, et sous l'influence du Fonds monétaire international, il y avait un programme d'ajustement structurel qui a été appliqué en Algérie à partir de 1994. Oui. Pour le financement, oui. Il était obligé d'accepter justement les conditionnalités du FMI. Et ces conditionnalités du FMI lui imposaient de mettre à la porte, de compresser au minimum quelque chose comme 400 000 travailleurs. 400 000 travailleurs. Donc pour l'Algérie, traverser des conditions très difficiles sur le plan politique, il y avait le terrorisme, il y avait des problèmes sociaux, il y avait elle ne pouvait pas envoyer ces 400 000 à la rue. Et c'est pour ça qu'il y avait un dispositif d'amortissement social, des amortisseurs sociaux, si vous voulez, qui ont accompagné ce programme d'ajustement structurel. Et cet amortisseur social était constitué d'abord par la retraite anticipée, et là c'est la deuxième forme, c'est-à-dire un travailleur qui pouvait être compressé. S'il réunissait un certain nombre de conditions, il pouvait être mis en retraite anticipée. Ces conditions, en 2 mots, c'est quoi? C'est d'abord être âgé de 50 ans, s'il était âgé de 50 ans, et d'avoir cotisé au minimum pendant 20 ans. Il pouvait partir en retraite anticipée, mais la pension, l'ouverture de droit à la pension, il lui était appliqué une décote. Une décote d'autant de pourcents qu'il y avait d'années qui pouvaient encore les séparer de l'âge légal qui est 60 ans. C'est-à-dire, s'il part à 50 ans, le droit de retraite sera inférieur de 10%
par rapport à ce qu'il aurait touché s'il était parti dans des conditions normales. Donc, c'était des pensions qui étaient vraiment minimes. Il y avait ensuite, en 97, il faut rappeler qu'à ce moment-là, il y avait le chômage qui était très, très élevé en Algérie. On avait atteint un niveau de chômage de 25%, avec la crise qu'on traversait. 25%, les jeunes de 16 à 25 ans, le niveau de taux de chômage pour les jeunes de 16 à 25 ans, il était de 50%. Et encore là, lorsque je parle de ce niveau-là, c'est les chômages donnés, c'est les chiffres donnés par l'ONS, l'Office national de statistique. Alors que le chômage réel, parce que là, on obéit aux conditions de l'OIT, c'est-à-dire le BIT, dans les méthodologies, qui réduit le chômage. Mais en réalité, il dépassait les 3/4. C'est-à-dire que 3 jeunes sur 4 étaient en chômage, c'est-à-dire qu'ils n'étaient ni étudiants, ni dans le travail. Donc, on avait instauré ce système-là qui était basé en quelque sorte, comme ça se passe en France, sur le principe du partage de travail. Et on avait dit pourquoi 60 ans, on pouvait, ceux des travailleurs qui réunissaient un minimum de conditions pouvaient partir en retraite pour libérer des postes pour les jeunes. Et c'est comme ça qu'on a introduit justement les 2 dispositifs de retraite spécifiques dont il est question maintenant d'éliminer. C'est ça qui est à l'ordre du jour. D'abord, c'est la retraite dite de 32 ans. Et c'est la retraite sans condition d'âge après 32 années d'activité. Un travailleur qui a activé pendant 32 ans, s'il avait cotisé de 32 ans, quel que soit son âge, il pouvait partir en retraite avec un taux plein, c'est-à-dire avec 2,5 années de validation pour chaque année travaillée, ce qui donne le taux plein qui est en Algérie 80% du salaire moyen des 5 dernières années. Oui. 80% c'est ce qu'on appelle 85% du salaire de référence. Le salaire de référence, le taux plein, c'est 80% du salaire de référence. Et le salaire de référence, c'est quoi? Le salaire de référence, c'est la moyenne des 5 dernières années ou les 5 meilleures années consécutives, bien sûr, dans la carrière du travailleur. Là, c'est la retraite sans condition d'âge. Et il y avait la deuxième retraite, c'est la retraite proportionnelle. La retraite proportionnelle, c'est après 20 ans de cotisation, d'activité, mais de cotisation, d'activité réelle. Et après, si le travailleur est âgé au minimum de 50 ans. Il prenait une retraite, même s'il n'avait pas cumulé la durée légale complète, même s'il n'avait pas une carrière complète, il pouvait partir avec une pension proportionnelle aux droits qu'il aurait réunis. Sans décote. Le nombre d'années cotisées multiplié par 2,5%. Et sans décote. Sans décote, pour la deuxième retraite, sans décote. D'accord. Seulement, c'est 2 types de retraite. Je dirais même les 3 types de retraite. Les 3 types de retraite, contrairement à ce qu'on dit dans le débat au niveau national, les 3 types de retraite ont été très peu exploités, très peu utilisés. D'abord, la retraite anticipée, la première dont j'ai parlé tout à l'heure, celle qui devait accompagner le plan d'ajustement structurel. Sur les 400 000 travailleurs, elle a été très peu utilisée puisque jusqu'à l'année 2000, les bilans officiels donnent quelque chose comme entre 28 000 et 40 000 travailleurs seulement qui l'ont utilisé. Sur les 6 ans, il n'y avait que 40 000 qui l'ont utilisé. Pourquoi? Parce qu'il y avait la Caisse nationale d'allocation chômage qui a été créée en 1994, c'était le deuxième dispositif qui avait été créé. Ceux qui ne partaient pas en retraite, ils partaient à la Caisse nationale d'allocation chômage. Et justement, parce que les travailleurs, d'abord, étaient très rares, ceux qui réunissaient justement les 50 ans, ceux qui réunissaient justement pas les 50 ans d'âge et les 20 ans de cotisation. Il n'était pas nombreux. D'ailleurs, en 97, la moyenne de la durée de cotisation globale en Algérie de travailleurs était de 25 ans. Il ne faut pas oublier que l'Algérie, la majorité des travailleurs dans les années 60 travaillaient dans l'agriculture, donc ils n'étaient pas assurés, ils n'avaient pas de couverture sociale. C'est à partir des années 70, après les années 70 du siècle passé, que l'Algérie, avec les plans de développement, avec l'industrialisation et les investissements qui ont suivi, que le salariat a commencé à naître en Algérie. Donc de 74 jusqu'à 97, c'est à peu près 20-25 ans d'ancienneté, c'était la moyenne. Donc les gens ne réunissaient pas les critères pour aller à ces 3 types de retraite, que ce soit la retraite anticipée. Bon, pour revenir à la retraite anticipée, il y avait le deuxième, les gens ont utilisé la caisse d'allocation chômage, c'est-à-dire d'allocation chômage. Et pour ce type de dispositif, il avait accueilli quelque chose comme 260 000 travailleurs sur les 400 000 qui ont été compressés. Et le reste, il y avait 60 000 travailleurs qui ont préféré
qui avaient négocié, qui avaient lutté, qui s'étaient organisés, ils ne croyaient pas au système. Donc, ils se sont, si vous voulez, ils ont lutté pour avoir ce qu'on appelle en Algérie le départ volontaire. Le départ volontaire, c'est quoi? Ils ont négocié qu'ils pouvaient avoir 1 mois par année d'ancienneté, d'autres qui ont eu 1 mois et demi, 2 mois. C'est selon leur capacité de négociation et des capacités de payer des employeurs. Donc, 60 000 étaient partis dans le cadre du départ volontaire. 260 000 étaient partis justement pour la façon chômage et uniquement 40 000 dans le cadre de la retraite anticipée. La même chose en de 97 à 2000-2001, sur les 4 années, la retraite sans condition d'âge n'avait concerné que 50 000 travailleurs. 50 000 travailleurs sur les 4 années. Et la deuxième retraite, il y avait quelque chose comme 64 000 travailleurs, 64 000 travailleurs pour la retraite proportionnelle. Ceci pour dire que contrairement à ce qui circule, elle a été très très peu utilisée pour la simple raison que les Algériens d'abord ne réunissaient pas d'abord les critères et pour la retraite proportionnelle, elle n'offrait pas avec la retraite anticipée, c'était, si vous voulez, un ticket sûr vers la pauvreté. Parce que les retraites d'abord n'étaient pas, on n'avait plus le droit elle était liquidée une bonne fois pour toutes. Et puis avec le minimum qui était assuré, surtout que les salaires avaient été bloqués justement sous l'influence du FMI dans les années 90, les salaires étaient contenus, en guillemets, pour reprendre les termes du FMI, donc avec des salaires de misère et avec un petit pourcentage, les travailleurs n'étaient pas intéressés par ça. Donc voilà les 3 types de retraite. Ensuite, les choses ont continué à évoluer. Et là, il y avait un deuxième point qui est important. Beaucoup de gens disent que c'est le FMI qui avait imposé ce type de retraite. Et c'est ça qui est aujourd'hui à l'ordre du jour. L'État veut, dans le cadre du projet de réforme, supprimer la retraite sans condition d'âge et la retraite proportionnelle. Il ne veut pas supprimer la retraite anticipée pour la simple raison que c'est une branche qui est bénéficiaire pour l'État, pour la sécurité sociale. C'est-à-dire que ce n'est pas dans son intérêt, ce n'est pas dans l'intérêt de la caisse de la supprimer. Je vous donne les chiffres, elle fait un bénéfice de quelque chose comme 13 milliards de dinars chaque année. Parce qu'il n'y a pratiquement plus personne qui est majeur de retraite, mais le taux de cotisation, il est maintenu. Les travailleurs continuent à cotiser pour ce type de retraite qui n'est utilisé par personne. D'accord. Ce qui fait que chaque année, il y a un excédent de 12 à 13 milliards de dinars qui ressort dans les bilans des caisses. Et donc, pourtant, on atteint maintenant... Les responsables n'ont pas intérêt. Oui, pardon. Allô? Oui. Et non, j'ai juste une précision par rapport à la retraite anticipée. Pourtant, maintenant, pour pas mal de salariés, ils atteignent quand même le seuil de 32 ans d'activité par rapport aux années 90. Non, justement, il faut d'abord lever une confusion. La retraite anticipée en Algérie, ce n'est pas les mêmes définitions qu'il y a en Europe. Oui. En Europe, la retraite anticipée, c'est toute retraite qu'on anticipe sur l'âge légal. En Algérie, on a 3 types de retraites qui ont chacune à son appellation. Ce qu'on appelle retraite anticipée en Algérie, c'est la retraite qui a été instituée en 1994 et qui devait accompagner le plan d'ajustement structurel imposé par le FMI et pour lequel le travailleur n'avait le droit ni de la demander ni de la refuser. Elle a été imposée. Il y a un plan social, voilà, elle est imposée, elle est négociée avec les syndicats. D'accord. Le travailleur n'a pas le choix. S'il est dans la liste, il va partir en retraite, il n'a aucun choix à dire. D'accord. Théoriquement, ça c'est le plan de la loi. Tandis que les 2 autres retraites qu'il y a, c'est la retraite sans condition d'âge après 32 ans d'activité et la retraite proportionnelle, c'est 2 dispositifs qui sont venus 3 années après, en 1997. Et là, c'était dans le cadre justement de la lutte contre le chômage, pour faire baisser le chômage. C'est l'État algérien. Et là, justement, il faut lever une confusion importante parce que beaucoup d'experts, beaucoup de spécialistes, des responsables font la confusion avec la première retraite anticipée en disant aux travailleurs, ces 2 retraites ont été imposées par le FMI, pourquoi vous les revendiquez aujourd'hui? C'est la première fois qu'on voit des travailleurs revendiquer un acquis, en guillemets, imposé par le FMI, alors que ce n'est pas vrai. D'accord. Le FMI avait imposé la retraite anticipée de 1994, alors que ces 2 retraites, c'était des retraites, un choix national, de politique nationale de lutte contre le chômage. Voilà c'est la différence. C'est les 2 pièges. Et puis le deuxième point qui donne une légitimité aux travailleurs, ce qu'ils revendiquent aujourd'hui, c'est que ce type de retraite, il a été financé jusqu'à aujourd'hui par les travailleurs. Ce que je dis par les travailleurs, c'est que ce soit directement sur leur part travailleur, sur leur fiche de paye, ou la part employeur, qui est un salaire différé pour le travailleur. Ce type de retraite, il a été financé par le travailleur et non pas par l'État.
Dans d'autres pays, lorsqu'il y a des crises économiques, des crises financières, l'État peut mettre en place des dispositifs pour lutter contre la pauvreté, les inégalités, pour lutter contre la crise, comme ça s'est passé en 2007. 2007 en Chili, en Argentine, lorsque les fonds de pension ont commencé à s'effondrer, l'État a mis en place des dispositions de retraite minimale publique pour que les gens ne tombent pas dans la pauvreté. Et puis, quelques années après, il est en mesure de les enlever. Pourquoi? Il dit qu'il y avait des conditions, j'ai mis en place ça. Aujourd'hui, ces conditions ont disparu, je les enlève. En Algérie, ça n'a pas été le cas. En Algérie, l'État n'a mis aucun sou pour ces dispositifs. C'est les travailleurs qui ont financé ces déducts de retraite. D'ailleurs, si vous prenez en 90, en 91, la part des travailleurs au financement de la retraite, je parlais de anticipé et la retraite générale, était de 3,5%. En 91, anticipé, elle est venue après, en 94. Mais la part de cotisation des travailleurs était de 3,5% sur le salaire. Aujourd'hui, elle est de 7,5%. Donc, elle a plus que doublé. Donc, on a dit aux travailleurs, vous financez, vous doublez la cotisation, et lorsque vous allez faire 32 ans d'âge, vous pouvez partir en retraite. Le travailleur est en droit aujourd'hui de dire à l'État, de dire au système de retraite, moi j'ai une créance, légalement j'ai une créance sur vous, j'ai cotisé pendant 32 ans, et aujourd'hui j'ai le droit de prendre une retraite après 32 ans d'âge. On n'a pas le droit de venir aujourd'hui l'éliminer comme ça. Donc, voilà pour les 4 types de retraite qu'il y a jusqu'à maintenant. Et c'est ces 2 derniers de retraite que l'État veut aujourd'hui supprimer par le projet de loi qui est introduit, qui actuellement se trouve au niveau du Parlement. Alors justement, ce projet de loi, quels arguments avancés par les autorités, par le pouvoir public pour dire qu'il faudra bien supprimer ces deux dispositifs du système de retraite? Est-ce que y a des arguments économiques ou... C'est-à-dire que les arguments, c'est les arguments universels que tous les employeurs, que tous les patrons dans le monde utilisent. Le premier argument, on utilise l'argument du vieillissement de la société, de la population algérienne. On dit que la société, si vous voulez, les indicateurs démographiques sont en train d'évoluer. Nous avons trop de vieux, nous avons trop de retraités, et le système ne peut pas supporter le nombre de plus en plus important qui arrivent en retraite. Et les actifs ne sont plus en mesure de financer leur pension. Ah oui. Et ça... Comment on démonte à la réalité. Hein? Il ne correspond pas à la réalité. Allô? Oui. Oui, il ne correspond pas à la réalité parce que effectivement, elle est évaluée à combien aujourd'hui, en fait, le pourcentage des travailleurs algériens qui vont être en retraite d'ici pratiquement 2020. Pour ça, il faut d'abord qu'il y ait des études sérieuses d'actuariat. Il faut qu'il y ait des études actuariales, il faut qu'il y ait des études détaillées pour dire qu'il va y avoir tant de travailleurs qui vont partir. Ces études-là, malheureusement, elles manquent, elles n'existent pas chez nous. Oui. Par contre, nous avons des études qui sont faites par l'ONS au niveau de ce qu'on appelle le profil d'évolution des indicateurs démographiques. Et nous avons le deuxième indicateur qui est celui de ce qu'on appelle l'indicateur de retraite, c'est-à-dire le nombre de cotisants par rapport au nombre de retraités réels, c'est-à-dire ceux qui cotisent réellement avec le nombre de pensionnés. Et nous avons d'autres indicateurs qui peuvent, si vous voulez, nous renseigner un peu sur l'état de vieillissement de l'Algérie. On peut prendre le nombre de retraités en Algérie par rapport à la population totale. On peut prendre le coût des pensions totales qui est payé en Algérie par rapport au PIB. Et lorsqu'on prend l'ensemble de ces indicateurs, il nous donne le résultat suivant, c'est que l'Algérie, le profil de l'Algérie est celui d'une population qui est très très jeune. Oui. Et au contraire, avec aujourd'hui un taux de fécondité qui est très très important, l'Algérie va être confrontée très bientôt, beaucoup plus à un problème des jeunes générations qu'elle doit prendre en charge en matière de crèche, d'éducation, de santé, de leur préparer des postes de travail d'ici quelques années, que vers le vieillissement de la population. Oui, parce que si ces gens-là ils vont travailler, ils vont à l'école, ils vont avoir des postes de travail, ils vont financer les pensions de retraités facilement, et de quoi même faire des fonds si vous voulez,
pour des générations et des générations, des fonds de pension de réserve pour des générations et des générations. Il faut savoir qu'en Algérie, nous avons à peine 8,7% d'Algériens qui est âgé de plus de 60 ans. Oui, donc c'est un pourcentage très faible. Alors, oui, pardon. Qui est très très faible. À titre comparatif, je vous donne par rapport à la France, en 82, lorsqu'il y avait le gouvernement, le front de gauche qui était arrivé au pouvoir, le temps de Mitterrand, en 82, le nombre de Français âgés de plus de 60 ans était de 17%, soit exactement le double que celui d'Algérie aujourd'hui. Oui, mais c'est juste que... Et pourtant, en 82, la réforme du gouvernement français a été de ramener l'âge de la retraite de 65 ans à 60 ans. Un courage politique. Et il n'a pas augmenté, il n'a pas laissé à son âge, il avait diminué à 60 ans. Pourquoi? Parce qu'il y avait un taux de chômage important et dans le programme de la gauche, il y avait ce point-là justement pour faire baisser le chômage. Oui, c'est juste... La deuxième chose... Oui, pardon. C'est juste la comparaison, effectivement, avec la France par rapport à ce qui s'est passé les années 80. C'est qu'en Algérie, on a un sérieux problème. C'est qu'on n'a pas un tissu économique ni industriel qui peut effectivement assurer un emploi à des jeunes qui vont financer par la suite les retraités d'aujourd'hui, quoi. Il y a ça aussi qui pose problème. Il y a un problème de chômage depuis surtout... depuis la baisse, en fait, de... Oui, bien sûr, c'est clair. Mais moi, je ne dis pas qu'il faut prendre exactement le profil et copier et avoir le même âge. Moi, je dis qu'il y a trop de différences entre nous. Il y a un siècle de différence. Vous savez que pour retrouver en France ou en Europe, pour retrouver les profils démographiques de l'Algérie de 2015, il faut revenir un siècle en arrière. Je ne suis pas en train de parler de 10 ans, de 20 ans. Un siècle, je dis bien un siècle en arrière. C'est pour vous dire que nous sommes encore très très loin. Il arrivera un jour, bien sûr, où ces problèmes de la proportion des personnes âgées par rapport aux jeunes actifs, le problème va se poser un jour, il faudrait faire face. Comment arriver à avoir une stratégie de mobilisation des ressources capable d'assurer l'équilibre et la pérennité du système. Donc c'est une solution de replâtrage. La question, elle n'est pas au niveau de la retraite, du coup, c'est juste une solution de replâtrage, parce qu'à un moment donné, la question de l'emploi, elle va s'opposer sérieusement. Écoutez, je vais y arriver, mais aujourd'hui, déjà, on ne peut pas, si vous prenez dans une société, si j'ai deux vieux, si j'ai deux personnes âgées, et j'ai potentiellement 50 en mesure de travailler, vous n'allez pas venir me dire, écoutez monsieur, on va élever l'âge de la retraite, parce que les 50, ce n'est pas tout le monde qui a un poste de travail, on ne peut plus assurer la pension des deux. Je dis que 50 pour 2, si c'est le cas, je prends un cas extrême. Oui. 50 pour 2, c'est un indicateur qui me dit que potentiellement, il suffit de trouver du travail pour un quart de ces 50 pour qu'ils puissent largement financer les deux. Oui. Moi, c'est ce que je dis pour l'Algérie. Nous avons c'est-à-dire que nous avons plus de 60% de population d'âge actif, c'est-à-dire nous avons 60% de la population algérienne, plus de 60 personnes qui sont potentiellement en âge d'activer, de travailler, et nous avons à peine 8,7% en âge d'être en retraite. Maintenant, dans la pratique, non seulement, je suis d'accord avec vous, que ce n'est pas les 60% qui auront un emploi de travail. D'ailleurs, en Algérie, nous avons un taux d'activité qui est à peine de 41%. On ne demande pas d'avoir les taux d'activité de la France ou de l'Europe qui est entre 70 et 85%. En Algérie, je tiens compte de ça. Il faut tenir compte de ça, que le taux d'activité en Algérie, dans les pays en développement, est beaucoup moins, il est de moitié par rapport aux pays développés. Oui. Il faut tenir compte de ça. Mais il faut aussi tenir compte, de l'autre côté, c'est que ce n'est pas toute la population qui a dépassé l'âge de 60 ans qui va toucher une pension. Aujourd'hui, chez nous, c'est la moitié de la population qui est âgée de plus de 60 ans qui touche une pension. En France, c'est plus de 90%. Oui. Donc, si vous voulez, le problème se pose des deux côtés. Oui. Donc, si on raisonne proportion, on est toujours dans la même logique. Deuxièmement, moi je reste au niveau du potentiel. Deuxièmement, si je prends la totalité des pensions qui sont payées aujourd'hui en Algérie, la totalité des pensions, elle représente à peine 4,15% du PIB. 4,15% du PIB, du produit intérieur brut. Oui. En France, c'est 14%. Dans d'autres pays, en Italie, il est de 16%. On ne dit pas qu'il faut aller vers 14%. C'est pour dire que 4% du PIB, c'est encore minime. C'est-à-dire que l'Algérie, potentiellement, a la possibilité
si elle a une politique de mobilisation des ressources et des recettes objectives et rationnelles, elle a de quoi mobiliser assez de ressources pour financer ce système de retraite qui assure des revenus à toute une population et lui éviter de tomber dans la pauvreté. Hmm. Et il y a un deuxième élément sur lequel potentiellement... Oui, pardon. Il y a un deuxième élément sur lequel je voulais vous questionner, c'est en fait, par rapport à la population active, donc par rapport à la population active aujourd'hui en Algérie, dans votre dernière contribution, vous parlez, si mes souvenirs sont justes, un peu plus de 2 millions de salariés qui ne sont pas déclarés, c'est-à-dire qui ne cotisent pas ni à la retraite ni à la sécurité sociale. Non, beaucoup plus. Beaucoup plus? Oui, 2, il y a 4 millions et demi qui ne cotisent pas. Ah, il y a 4 millions et demi qui ne cotisent pas. Voilà, maintenant il y a deux systèmes. Il y a les non-salariés, et c'est là qu'on a un secteur informel qui est très développé en Algérie. Et vous avez les salariés qui doivent cotiser pour la CNAS et la retraite, et la CNR. Et Oui. les derniers chiffres, laissons de côté pour ne pas entremêler les choses pour nos auditeurs, laissons de côté les non-salariés qui est le secteur informel et restons juste dans le secteur formel, c'est-à-dire là où il y a le salariat, là où il y a des salariés. Oui. Sur ce plan-là, les dernières statistiques de l'ONS, de l'Office national des statistiques, il date c'est une enquête qui a été faite, on appelle ça enquête sur l'emploi, faite auprès des ménages en Algérie. Elle date de 2013. Et elle nous donne sur 3 millions de salariés du secteur privé, je ne parle pas de secteur public, sur 3 millions de salariés, il y a 2 266 000 qui ne sont pas affiliés. D'accord, oui, à peu près plus de 80%. Donc, il y a 75% exactement, 75% et demi qui ne sont pas affiliés. Et puis ceux qui sont affiliés, il y a des sous-déclarations des salaires. D'accord. Et le taux moyen, si vous voyez le taux de cotisation, même les taux de cotisation, le taux de cotisation moyen pour le privé, il est fait sur 10 mois, en moyen pour l'année. C'est-à-dire le taux de cotisation, il ne cotise pas sur les 12 mois. C'est-à-dire lorsqu'on déclare un travailleur, il dit qu'en moyen, il travaille pour le 10 mois. Donc, il y a une sous-déclaration sur le salaire et il y a une sous-déclaration sur la durée d'occupation sur l'année. Alors, et puis, vous avez un troisième point, et là, le troisième point, il est important, aussi bien pour le privé que pour le public. Vous avez des créances importantes du système de sécurité sociale qui détient sur les entreprises. Nous avons quelque chose comme 250 milliards de dinars que la CNAS et la CNR détiennent sur les entreprises. Et ces 250 milliards de dinars, s'ils étaient déposés dans une banque ou au trésor, il aurait pu ramener assez de ressources pour venir s'ajouter justement aux cotisations pour faire face aux dépenses. D'accord. Et du coup, pour vous, alors, pour juste clarifier ce point qui est assez technique, en fait, je pense du coup, alors, si vous me dites que c'est essentiellement les financements sont faits, en tout cas pour les travailleurs, pour le premier cas de la retraite, et quel est le rôle alors de l'État en tant qu'entité dans le financement de la retraite en Algérie? Enfin, le rôle de l'État, c'est-à-dire qu'on ne veut pas en parler, parler du rôle de l'État uniquement pour la retraite, il faut en parler dans le cadre du système de sécurité sociale en général. Oui. La politique sociale, pour le comprendre, sinon on ne comprendra pas. Ok. Et il faut dire que l'un des problèmes justement qui se pose jusqu'à maintenant, et c'est là où on fait appel à ce qu'il y ait un véritable débat, si on veut assurer une pérennité dans la transparence. C'est le premier point important qu'il faudrait aujourd'hui résoudre. C'est de clarifier la relation entre l'État qui est responsable, qui répond de la politique sociale de l'État, et c'est lui qui prend en charge toutes les dépenses de solidarité nationale. C'est à l'État de lutter contre les inégalités sociales et économiques, c'est à l'État de lutter contre la pauvreté, et le système de la sécurité sociale qui vient en complément de cette politique-là et qui, lui, est assis sur un système contributif, c'est-à-dire qu'il tire ses ressources de la sphère professionnelle, c'est-à-dire assise sur les cotisations des travailleurs et des employeurs. Et là, cette relation, justement, nous l'avons héritée avant de la période dite socialiste. Nous l'avons hérité, l'État, les entreprises, les salaires, tout ça, c'était les travailleurs étaient censés être au pouvoir, donc tout ce que faisait l'État, c'était les travailleurs. Et ensuite, on est resté sur cette confusion-là. Et ça a commencé déjà en 73.
en 1973, ça fait déjà très longtemps, lorsque l'Algérie avait opté pour la médecine gratuite, la médecine gratuite pour tout le monde pouvait aller se soigner dans les hôpitaux, on avait décidé, le législateur avait décidé que chaque année, il y avait un prélèvement d'une somme forfaitairement décidée par le Parlement. Enfin, après, au départ, il n'y avait pas de 1977 qu'il y avait le Parlement, mais il y avait une somme qui était ponctionnée des ressources de la sécurité sociale et versée vers le fonctionnement des hôpitaux, ce qu'on appelle le forfait hôpital. Théoriquement, c'était en échange, c'était les salariés assurés avaient le droit en échange d'aller se faire soigner n'importe où, c'est-à-dire dans les établissements de santé publique, les hôpitaux, etc. Mais jusqu'à maintenant, le problème se pose, il est sérieux. Là, les sommes qui sont ponctionnées, ils sont de plus en plus importantes. Il faut savoir que dans les années 90, le forfait hôpital est arrivé jusqu'à 19 milliards de dinars et qui avait représenté à lui seul 25%, le un quart de toutes les dépenses d'assurance maladie. Un quart des dépenses d'assurance maladie. Aujourd'hui, il est de 65 milliards de dinars. Ce qui est énorme, mais on n'a pas personne, c'est-à-dire que sur quelle base il est arrêté. D'abord, il n'est pas arrêté en collaboration ou en consultation avec les travailleurs, parce que c'est leur argent. Deuxièmement, il est arrêté par le Parlement. Deuxièmement, il n'y a rien qui puisse dire que ces sommes qui sont ponctionnées justement correspondent exactement, si vous voulez, aux services et aux prestations que reçoivent les travailleurs. Et nous avons eu au fur et à mesure des problèmes de ce sens-là, où l'État, avec la crise, surtout en 1987, avec la crise choc pétrolier, la chute des prix du pétrole de 86, l'État a commencé à faire, contrairement à ce qui se dit, c'est l'État qui a fait subir, qui a fait prendre en charge par les caisses de sécurité sociale une bonne partie des dépenses de solidarité nationale, normalement qui devait être financée par le Trésor. Il l'a fait supporter aux caisses de sécurité sociale. Je vous donnerai comme ça en passage à titre d'exemple. En 1988, avec les événements d'Algérie, le 5 octobre 88, les victimes du 5 octobre 88 avaient reçu des prestations, des pensions d'invalidité, des pensions de maladie au niveau de la CNAS. Et c'était la CNAS, avec l'argent des travailleurs, qui les a payés avec le statut d'accidenté de travail. Alors, monsieur Boudabbas, juste pour clarifier, je pense que c'est un point qui est très très important. Et du coup, vous êtes en train justement de nous dire, de clarifier que la Caisse de la Sécurité sociale, c'est les travailleurs qui cotisent et l'aspect qui est lié à la solidarité nationale, comme par exemple les victimes d'octobre 88, donc l'État impose quelque part indirectement contribuable aux assurés de payer ces dépenses-là. Exactement. Et il n'y a pas uniquement ça. Même après, en 90-91, oui, il y avait, avec la crise économique et la crise financière vécue par l'Algérie, il y avait un problème sérieux au niveau des finances publiques de l'État. Oui. Les travailleurs, à travers leur caisse, avaient répondu, il avait pris en charge d'autres dépenses de solidarité. Oui. L'État, justement, lorsqu'il a commencé les premières libéralisations des prix, on avait fait sauter le soutien aux prix de grande consommation, c'est-à-dire les prix alimentaires, en 91-92. Et donc, il fallait créer des pensions minimales, ce qui était appelé dans le temps et qui existe jusqu'à maintenant, l'ICPR, c'est-à-dire les indemnités complémentaires pour les pensions et les revenus. Et il y avait des CPR qui a été créé, il y avait l'IPSU, c'est-à-dire une indemnité pour le salaire unique, qui ont été mises justement à la charge de la CNR et de la CNAS. Oui. En 94, plus grave, en 95, le secteur agricole en Algérie avait été libéralisé, avait été privatisé quelques années auparavant. Et la sécurité sociale, le système global de sécurité sociale avait perdu quelque chose comme 250 000 cotisants agricoles. 250 000 parce que la privatisation a été faite sans aucun accompagnement social. Du jour au lendemain, le système de la sécurité sociale avait perdu 250 000 cotisants, mais en 95, la CASNOS n'avait pratiquement plus aucun qui cotisait et elle devait payer des pensions à 150 000 travailleurs agricoles qui avaient réuni les conditions pour prendre une pension de retraite. Ils avaient droit à une pension de retraite. D'accord. Ils ne pouvaient pas les payer. Eh bien, l'État les a mis à la charge de la CNR qui a commencé à les payer jusqu'à 99. D'accord. 99. Jusqu'à
jusqu'à 99, pendant 5 ans, et c'est ça qui explique justement les premières difficultés du système de retraite, avec les pensions minimales, avec les pensions minimales pour les moudjahidines, avec les pensions minimales ou complémentaires pour les basses pensions. Bon, les shahid, c'est venu après, dans les années 2000. Les années 2000, oui. Pour les moudjahidines, oui. Et il y avait justement, il y avait d'autres choses, c'est-à-dire il y avait aussi même le niveau de pension qui ont augmenté de façon importante, mais c'était dû à la politique de l'État. Vous savez que le SNMG en Algérie, il était de 1000 dinars en 90-91, il était de 1000 dinars. En 94, presque 94, il était de 2500 dinars. Et 94, c'était juillet, 94 au août, il est passé, dans le cadre justement du plan imposé par le FMI, il est passé de 2500 dinars à 4000 dinars. Mais c'était un jeu, c'est-à-dire de 2500 à 4000 dinars, c'était le SNMG lui-même. Mais il y avait l'article 87 bis que je ne connaissais pas, qui a fait beaucoup de bruit en Algérie. C'est que la définition du SNMG, qui est l'équivalent du SMIC en France, la définition du SNMG qui a été revue. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de primes de productivité, de résultats, qui étaient en dehors du salaire du SNMG. Le salaire n'était pas intégré au SNMG. Et bien en 1994, on a décidé d'intégrer l'ensemble de ces primes-là pour comptabiliser le SNMG. Ce qui fait que le SNMG passe de 2500 à 4000 dinars. Concrètement, le salaire concret du travailleur global, il ne change pas. C'est un jeu de primes qu'on a pu introduire dans le SNMG. Donc les cotisations des caisses, le volume des cotisations pour les caisses, il ne change pas. Mais comme il y a beaucoup de pensions qui sont indexées sur le SNMG, vous avez toutes les pensions qui sont multipliées par 2, par 3. Oui. La pension minimale, par exemple, elle était de 800 dinars, elle est passée à 3600 dinars. Alors, pour mieux... Oui, pardon. Oui. Juste pour mieux encore éclairer, parce qu'il y a un côté technique important, c'est très clair d'ailleurs, pour mieux éclairer. Alors, ce système, on l'a laissé comme ça, dans une forme de pérennité depuis pratiquement, d'après ce que vous avez expliqué, depuis pratiquement l'indépendance de l'Algérie. Mais à l'arrivée de Bouteflika en 99, les réserves de change, et l'Algérie a brassé quand même énormément d'argent. Et moi, ma question, et je pense celle de beaucoup d'auditeurs aussi, pourquoi on n'a pas pu réformer, de séparer les organismes et d'arrêter, en fait, quelque part, d'arnaquer les travailleurs en cotisant à la sécurité sociale. Il y avait moyen, effectivement, car les dépenses publiques, il y avait de l'argent de côté, mais on a continué à fonctionner de la même manière. C'est comme on est dans une forme, en fait, de prévision, de dire qu'on n'est pas à l'abri d'une autre crise qui va revenir. On va continuer à puiser dans son fonctionnement. D'abord, avant de répondre à cette question, vous posez un problème important et j'ai ma réponse sur ça. Mais avant d'arriver justement, de répondre à ça, il faudrait, ce que je dis, moi, ça ne veut pas dire qu'il ne devait pas se faire. Moi, ce que je dis, c'est que les travailleurs, avec leur argent, avec les cotisations sociales, ont contribué de façon concrète à la prise en charge des problèmes énormes de lutter contre les inégalités et contre la pauvreté. Et résultat de ça, je vous donne un chiffre, en 1986, la CNR avait 12 milliards de dinars de réserves. Les réserves de la Caisse nationale de retraite pouvaient couvrir 32 mois de pension. Oui. 32 mois de pension. Aujourd'hui, elle ne peut pas couvrir un mois. Elle ne peut pas couvrir un mois, en 86. Justement, avant qu'elle ne commence à prendre justement en charge toutes ces dépenses-là. Aujourd'hui, il n'y a pas un mois. Moi, ce que je dis, et là, j'arrive pour répondre à votre question, à partir de 2000, à partir de 2000, ce que je dis et la solution pour moi, elle ne consiste pas à séparer l'État d'un côté et les caisses prendre leur autonomie, parce que, comme je l'ai dit dans une contribution, ce n'est pas une affaire comptable. La sécurité sociale, ce n'est pas une affaire comptable. Et ce n'est pas la responsabilité uniquement des travailleurs. Moi, ce que je demande, et ce qui devrait normalement être fait, c'est qu'il faut d'abord clarifier les relations qu'il doit y avoir entre l'État et la sécurité sociale, justement, dans le cadre du développement social global en Algérie. Et il y a des rôles complémentaires. Vous avez un rôle contributif avec l'argent des travailleurs qui doit se faire avec leur avis, leur consultation, justement, et tous les droits contributifs dans la transparence.
Mais toutes ces prestations et toute cette politique de système de sécurité sociale, il doit se faire, si vous voulez, à côté d'une autre politique sociale qui est à la charge de l'État. Le problème qui se pose, c'est qu'il faut clarifier les relations. Je viens de vous donner l'exemple de la CNR qui avait 32 mois de il pouvait couvrir 32 mois de cotisation. Eh bien, aujourd'hui, une fois que la situation s'est améliorée, comme vous l'avez si bien dit, il ne faut pas les séparer. Je me dis que l'État a une responsabilité envers les caisses pour reconstituer leurs réserves et pour leur assurer justement des équilibres et leur assurer les conditions de leur pérennité. Mais dans la transparence. Oui. Parce que dans tous les cas de figure, même dans 15 ans, dans 20 ans, quelle que soit la situation, l'État aura un rôle à jouer dans le cadre de la lutte contre les inégalités et dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Et la sécurité sociale, basée sur le système assurantiel, c'est-à-dire sur le système contributif, elle est là aussi dans le cadre d'une politique globale pour justement couvrir l'ensemble des risques de sécurité sociale qui vont de la naissance jusqu'à la mort de l'individu, en passant par la retraite. Mais ça doit se faire dans la complémentarité. Et chez nous, au contraire, dans tous les pays, je vous donne dans des pays, par exemple, scandinaves, si vous prenez la Finlande, tout le système de sécurité sociale, il est fiscalisé. C'est-à-dire que la totalité du système de sécurité sociale en Finlande, il est financé par le trésor, c'est-à-dire il est financé par la fiscalité. Vous prenez au niveau du Danemark, c'est quelque chose comme 70 à 80%. Vous prenez en Italie, en Irlande, en Islande, vous avez l'assurance maladie et l'assurance maternité, elle est financée par la fiscalité. Elle n'est pas financée par la sécurité sociale. Donc, si vous voulez, c'est une complémentarité, c'est une combinaison entre l'effort fiscal qui doit être fait par l'ensemble des citoyens. En Italie, ils ont 16% du PIB représente les pensions. La sécurité sociale, le système contributif ne pourra pas à lui seul, s'il devait payer l'assurance maladie pour en charge tout, il ne pouvait pas faire face à lui seul à toute cette population vieillissante. En Espagne, c'est la même chose. Donc, l'État, il y a un ensemble de risques et l'État fait une politique qui se partage avec la sécurité sociale. Le problème qui se pose, il faut que ce soit fait dans la transparence. Chez nous, ce qu'on dit, c'est que pendant la période où l'État était en crise dans les années 90, il a utilisé l'argent des travailleurs. Il n'a pas utilisé pour autre chose. Dans les années 90, il avait utilisé dans le cadre d'une politique sociale. Aujourd'hui, les travailleurs sont en droit d'exiger de l'État qu'il leur rende la monnaie de leur pièce, si vous voulez, et qu'il leur permet d'abord de reconstituer les réserves des caisses et de réunir l'ensemble des conditions qui puissent lui assurer d'abord l'équilibre et la pérennité. Plus que ça, dans les années 2000, parce qu'après ça a continué. Dans les années 2000, la Caisse nationale d'allocation chômage, par exemple, si vous prenez la Caisse nationale d'allocation chômage, elle a été créée au départ, je vous ai dit, en 1994, pour justement couvrir le risque de chômage pour pallier au problème de licenciement imposé qui découlait du programme d'ajustement structurel imposé par le FMI. Mais à partir de 2000-2001, il n'y avait plus personne qui partait à la caisse d'allocation chômage. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On lui a donné d'autres missions. Elle a commencé à financer un dispositif de création d'entreprises pour les chômeurs. Maintenant, de 20 jusqu'à qui vont de 30 à 50 ans, tous les chômeurs, y compris les non assurés, ils sont en majorité non assurés sociaux, ils sont financés par la CNAC, qui elle-même est financée par l'agent travailleur. En 2006, on a donné à la CNAC de financer dans le cadre d'une loi qui a été imposée justement en 2006, une loi dite d'appui à l'emploi. Et la CNAC finançait les employeurs privés pour ceux qui recrutent des primos ou même des anciens travailleurs pour prendre en charge leur cotisation de la sécurité sociale, une part de leur salaire, une part de leur frais de formation pour les travailleurs, etc. Et nous sommes le seul pays où c'est l'argent des travailleurs, c'est la sécurité sociale avec l'argent des travailleurs qui finance l'emploi et non pas le contraire. Comme dit l'adage populaire. Voilà qui se pose. Et moi, je propose, par exemple, dans ça, propose que la CNAC, maintenant, elle n'a plus sa raison d'être. D'abord, la CNAC, c'est des frais de gestion qui sont importants. On a soustrait du système de sécurité sociale globale.
qui fonctionne selon une autre logique. La CNAC ne fonctionne pas selon la logique de la sécurité sociale. Moi, je propose qu'elle soit dissoute Bien et sûr. que le risque assurance chômage soit rattaché à la CNAS, à la Caisse nationale d'assurance chômage. Qu'on lui rattache ce risque-là, on va économiser beaucoup sur le plan des frais de gestion et on va pouvoir assurer ce qu'on appelle le système de compensation interbranche. Lorsqu'il y a un problème dans une branche, il y a de la compensation qui se fait automatiquement. En Algérie, maintenant, on a introduit un nouveau terme. On est en train de parler de solidarité intercaisse. C'est-à-dire, on présente la CNAC qui fonctionne avec l'argent des cotisants. On est en train de la présenter comme une caisse philanthropique qui vient chaque 3 années, il vient sauver la CNR. Un Algérien qui perd, absolument rien dire. un Algérien qui perd son travail et du coup, il aura le droit à des indemnités chômage. La CNAC, elle lui paye des indemnités. Mais c'est ça, justement. La CNAC, c'est-à-dire que lorsqu'elle avait été créée, elle a été créée dans ce sens-là. C'est un des rares pays, c'est une bonne chose. C'était assurer un revenu de substitution, assurer une assurance chômage. Ça a fonctionné les 3 premières, enfin, jusqu'à 2000, ça a fonctionné, jusqu'à 2001. 2001. Mais depuis 2001, ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'allocations chômage qui sont données. Aujourd'hui, elle finance des dispositifs de création d'entreprises ou elle finance les employeurs privés dans le cadre de leur appui à l'emploi. Il n'y a plus d'assurance chômage. Justement, moi, ce que je demande, c'est que ça revient, il faut dissoudre la CNAC, ramener l'assurance chômage à la CNAS, c'est-à-dire à la caisse d'assurance sociale du régime général, et il faut retourner justement aux principes qui ont procédé à la création de la CNAC, c'est-à-dire qu'il faut réactiver cette assurance chômage pour assurer un revenu pour un travailleur qui perd son travail. On arrive pratiquement parce que on s'était dit 40 minutes, 45 minutes. Là, on dépasse largement. On est en train de faire exploser en guise de conclusion, parce qu'il faut bien arriver à la fin d'une émission. Là, c'est une petite question à la marge là sur ce qu'on appelle les fameux transferts sociaux. Et notamment, actuellement, il y a un patronat en Algérie, il y a un patronat, il y a même des confédérations patronales qui sont en train d'avoir ce qu'on appelle pignon sur rue. Quelle part de ce qu'on appelle, quelle évolution dans la part des patronats, donc au financement, aux transferts sociaux, et deuxièmement, par rapport à l'alternative que vous proposez par rapport à la nouvelle réforme-là, quel secteur qui sont en train d'écouter, quelle écoute plutôt de la part du pouvoir public par rapport à ces propositions-là? Écoutez, il y a 3 réponses en une. Voilà. Vous posez 3 problèmes en une question. Voilà. Posez 3 problèmes en une question. D'abord, par rapport au problème de sécurité sociale, y compris la retraite. Si vous voyez, en un mot, si vous voyez de 90 à ce jour, en 90, le taux de cotisation globale de la sécurité sociale, le système contributif, était de 29% du salaire qui était versé aux caisses. Il y avait 24% à la charge de l'employeur et 5% à la charge de l'employé. 5%. Aujourd'hui, la part de l'employeur est montée de 24 à 25%, c'est-à-dire il y a un gain de 1 point seulement. C'est même pas 4%, c'est 4%. Et pour le travailleur, elle est montée de 5 à 9,5%. Voilà. 90% d'augmentation. Voilà. C'est donc pour voir que de 90 à ce jour-là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, une créance sur le système, l'effort qui a été demandé aux travailleurs a été multiplié par 2 de 90 à ce jour, au moment où la part de l'employeur est restée pratiquement la même à ce jour. C'est pour ça que je propose, moi, qu'on peut, dans la politique de mobilisation des ressources, je dis que les employeurs peuvent faire un effort et augmenter de 2 ou 3% des cotisations. Ça fait partie d'un des axes, augmenter la cotisation à la charge des employeurs pour justement assurer les grands équilibres du système de sécurité sociale. Là, par rapport aux cotisations, parce que le financement, il y a différents aspects. Là, c'est l'aspect cotisation. Il y a le deuxième aspect. J'ai dit que tout à l'heure qu'il y avait 2 choses. Il y avait des dépenses de solidarité nationale qui devaient être à la charge de l'État, c'est ce que j'appelle protection sociale globale. Et il y avait le système de sécurité sociale qui est assis sur le système
assurantiel, c'est-à-dire basé sur le système contributif. C'est-à-dire c'est des contributions des travailleurs et de l'employeur. Et là, il faut clarifier la relation entre les deux. En un mot, aujourd'hui, l'État, quelque chose, les dépenses de solidarité nationale qui sont prises en charge par l'État, représentent quelque chose comme le 1/5 des ressources de la CNR, de la Caisse nationale des retraités. Quelque chose comme 1/5. Logiquement, il devrait être un peu plus, si vraiment il y avait cette clarification de la relation entre les deux. Parce que la CNR continue à prendre une part qui devrait être à la charge de l'État. Voilà déjà une deuxième partie des transferts sociaux sur lesquels on pourra piocher et aller vers l'équilibre et la pérennité du système. Et puis, il y a le troisième point, c'est de prendre des transferts sociaux dans leur globalité, c'est-à-dire au-delà de la sécurité sociale, le transfert social à l'échelle de la société algérienne. Le transfert social, c'est quoi? Comme le nom l'indique, c'est un transfert des catégories qui ont de très grands revenus vers les petites catégories par différents dispositifs, afin justement de réduire les inégalités qui découlent des revenus marchands. Parce que les revenus marchands ou les revenus primaires sont générateurs de très grandes inégalités de pauvreté. C'est ce qui se fait dans tous les pays, y compris dans les pays libéraux. Et ces transferts sociaux, contrairement à ce qu'on donne, tout ce qu'on dit, en Algérie, ils sont très minimes. Ils sont très minimes, ça représente à peine 9% du PIB. 9% du PIB, c'est la totalité des transferts sociaux. Et là aussi, ils ne sont pas, si vous voulez, gérés dans la transparence. Ils ne sont pas gérés dans la transparence, à tel point qu'aujourd'hui, tout le monde dit qu'il faut les cibler, parce que ça, c'est une recommandation de la Banque mondiale. À travers le ciblage, ce qui est réellement visé, c'est leur amenuisement, c'est leur réduction en volume. Parce que si on les cible, ça veut dire qu'on va les orienter vers l'extrême pauvreté. Et puis, dès qu'il y a une crise, vous imaginez quel est le poste qui va diminuer le premier. Parce que c'est le Parlement qui va décider, et en général, les parlements du monde entier, les pauvres et les extrêmes pauvres ne sont pas représentés. C'est les premières victimes lorsqu'il s'agit de réduire et appliquer une austérité, comme ça se fait aujourd'hui chez nous. Donc, ces transferts sociaux, au lieu de déductions ciblées, alors qu'ils sont vraiment ciblés chez nous, 68% des transferts sociaux sont ciblés puisque leurs bénéficiaires sont bien identifiés, ils obéissent à des conditions de ressources, ils obéissent à des conditions géographiques, ce qu'on appelle le ciblage géographique. Donc le problème de ciblage, il y est déjà. Mais ce qui se cache derrière, c'est la Banque mondiale, ce qui se cache derrière, c'est le patronat, et c'est ce qu'ils veulent justement, devant la crise. Ils considèrent qu'il y a des dépenses sociales qu'on pourra détourner, c'est-à-dire de leur vocation sociale, pour l'emmener, d'ailleurs, ils le disent directement, pour les orienter vers l'entreprise. Entre guillemets, les patrons considèrent que si on les oriente vers l'entreprise, elle va créer des richesses, et c'est ces richesses-là qui vont tirer les pauvres de leur pauvreté. Et ça, vous connaissez, c'est ça justement les thèses de la Banque mondiale et du FMI, c'est-à-dire que tout axé sur la croissance, les inégalités, il faut laisser de côté, c'est la croissance elle-même qui va s'occuper de régler automatiquement les problèmes d'inégalité. Et voilà l'enjeu aujourd'hui en Algérie sur les transferts sociaux, c'est à ce niveau-là. Est-ce qu'il faut continuer à investir dans une politique sociale pour lutter contre la pauvreté et les inégalités, ou est-ce que, comme veut le patronat et comme est en train de le faire le gouvernement, réduire sérieusement les parts qui sont affectées à cette politique justement sociale et l'orienter vers l'entreprise sans qu'il y ait aucun résultat, sans contrepartie, parce que toutes les aides qui ont été orientées vers le patronat, on voit 15 années après les politiques de libéralisation, d'ultralibéralisme, on voit les résultats en 2015-2016. Il a fallu que le pétrole, il a fallu que les hydrocarbures, les prix chutent, et 2 mois après, c'est la débandade. C'est-à-dire qu'on voit qu'on n'a pas pu construire une alternative justement par rapport au problème économique qui était posé dans les années 90. Voilà pour moi les 3 aspects de comment se pose le problème des transferts sociaux en Algérie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Bouderba. On arrive. C'est à moi de vous remercier. Voilà, merci beaucoup. Et j'espère, j'ose espérer encore que ce ne sera pas la dernière intervention. Oui, justement, c'est ce que j'allais dire. Il y a énormément de questions qu'on aimerait bien vous poser pour clarifier, parce que c'est très, très important. Et on a besoin de vos éclairages par rapport à tout ça. Oui. Merci beaucoup. Voilà. Donc, merci à vous. Peut-être à une prochaine, si vous avez le temps. Voilà. Merci beaucoup. Et à une prochaine, Inch'Allah, comme on dit. Allez, à la prochaine. À la prochaine. Bonne soirée. Merci. Voilà. Donc, émission Algérie, actualité algérienne. Et merci pour nos amis de Démocrate Parole de nous merci à vous d'avoir si généreusement
balancer 10 minutes, hein, et parce que le sujet en vaut la peine, on va dire. Ouais. Et la solidarité intergéographique, là. Intergéographique, Voilà. exactement. Janoub, Janoub, Sud-Sud. Janoub. Voilà. Merci et à la prochaine. شفت وجوه ما هي لاباس ماشية في الدنيا حطت الراس كان الخوف في قلوب الناس ماشية هيمة قطعة الياس شفت صغار قاطعين البحور تتمنى تلقى بلاد النور أنا صغير ما تلومينيش بالك يا بلادي ما فهمتنيش بلادي يا بلادي ولدك مجروح من غير بلادي ما عندي وين نروح شفت وجوه عليها الأحزان ما هي مكتوبة علينا المحان نرجع الفرحة في قلوب الصبيان